Ce soir, à Relief, le rapport Drummond, des changements radicaux pour remettre l'Ontario sur la bonne voie financière, des étudiants de la cité collégiale en expédition au mont Kilimandjaro et à quel point les mammographies aident à dépister le cancer du sein. Bonsoir et bienvenue à l'émission. C'était un rapport très attendu et le message livré aujourd'hui par l'économiste Don Drummond est clair. Si l'Ontario ne fait pas des changements drastiques dans sa façon de livrer ses services à la population, le déficit de la province pourrait atteindre les 30 milliards de dollars d'ici 6 ans. Les quelques 360 recommandations faites par la commission Drummond touchent tous les secteurs. L'objectif est de couper, mais pas pour 3 ou 4 ans. Il faut couper pour le long terme. Voici ce qu'on propose. On veut limiter les augmentations de dépenses à 0,8 % dans l'ensemble jusqu'en 2018. En santé, on propose d'augmenter les budgets de 2,5 % par année, contrairement aux augmentations de 7 % qu'on a vues au cours des dernières années. En éducation, au lieu d'augmenter les budgets de 3 à 5 % par année, on limite la croissance à 1 %. Dans le domaine postsecondaire, les augmentations seraient limitées à 1,5 % alors que les programmes sociaux seraient augmentés d'un demi-% seulement. Ailleurs, on coupe en moyenne de 2,4 % dans tous les ministères. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en santé, on fait plus de 100 recommandations. On propose qu'on se fie davantage aux cliniques et aux soins à domicile plutôt que les hôpitaux pour traiter certains patients et qu'on utilise davantage les infirmières praticiennes. On propose de fusionner quelques-uns des 151 hôpitaux de la province et on veut que le salaire des PDG des hôpitaux soit lié à la performance de leur établissement. En éducation, M. Drummond et son équipe veulent abolir la maternelle et le jardin à temps plein. On propose d'augmenter le nombre d'élèves par salle de classe à tous les niveaux de l'élémentaire. On veut réduire 10 000 postes administratifs dans les conseils scolaires de la province. On songe aussi à demander aux usagers de payer pour le transport scolaire et au niveau post-secondaire, on propose d'éliminer la réduction de 30 % des frais de scolarité annoncée par le dernier gouvernement dans la campagne électorale. Et enfin, la commission Drummond propose des façons d'augmenter les revenus de la province en éliminant l'augmentation de la prestation ontarienne pour enfants qui était prévue dans le dernier budget. On propose d'augmenter le nombre de magasins de la LCBO, de permettre plus de machines à sous dans plus d'endroits et de fermer un des 2 casinos à Niagara Falls. Il y a quelques instants, j'ai rencontré le président de la Commission de réforme des services publics de l'Ontario, John Drummond. Voici cet entretien. Monsieur Drummond, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Drummond, ça fait à peu près 1 an, je pense, que vous travaillez sur ce rapport. Vous l'avez déposé aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé votre expérience? Oh, pour moi, c'était très intéressant. J'adore la politique publique. Je travaille dans ce domaine pendant 35 ans. C'est ça que j'ai étudié comme élève, la possibilité d'avoir les livres et les idées du gouvernement d'Ontario, d'avoir les aides de tellement de gens dans la province pour m'aider avec un projet comme ça. C'est une opportunité de la vie. Je travaille sur les petits morceaux de ce problème pendant les dernières quelques années, mais l'opportunité de mettre toutes les idées ensemble, de travailler avec une commission, un secrétariat qui aide beaucoup. C'était le travail extrêmement difficile. Je sais que je suis le sujet de certaines critiques, mais même malgré tout ça, c'était une très bonne expérience. Comment est-ce que vous décririez la situation économique en ce moment, au moment où on se parle? Je trouve que la situation est grave. Nous avons un déficit de 16 milliards cette année. Plus important comme ça, on fait une provision que selon le système de taxes et le système de dépenses que nous avons à ce moment, le déficit dans 6 années va rendre à 30,2 milliards. Ça commence à être assez grave. Un fardeau de dette de plus que 50 % de notre produit intérieur brut. Ce n'est pas dans la même catégorie que la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, mais c'est dans une situation où ce pays-là était juste il y a 10 ans. Alors, c'est un signe qu'on n'a pas la même sorte de problème qu'eux, mais si on ne fait rien pour un autre 5 ou 6 ans, ça commence à être plus et plus sérieux et les options pour adresser le problème seront beaucoup plus limitées dans quelques années. Alors, on a une chance de prendre l'action maintenant et mettre le problème en arrière de nous, mais il faut commencer bientôt. Vous faites plus de 350 recommandations dans votre rapport, dans tous les secteurs d'activité du gouvernement ontarien. Donnez-nous une idée de l'approche que vous avez prise pour étudier les différentes questions, parce que vous n'êtes quand même pas un spécialiste d'éducation, de santé, etc. Vous êtes un économiste.
Mais j'ai pris la même approche à chaque sujet. J'ai regardé est-ce qu'il y a une manière d'améliorer l'efficacité du système, les programmes qui sont en place maintenant, les services publics. On a un certain objectif pour les programmes. Est-ce qu'on obtient les objectifs dans une manière efficace? Sinon, on peut améliorer l'efficacité du programme et accomplir deux buts en même temps, d'améliorer la qualité du service et de fournir moins d'argent des gens d'Ontario pour ce service-là. C'est une approche tellement différente que dans le passé. Dans le passé, si on regarde pendant les années 90 en Ontario, dans les autres provinces, c'était les coupeurs. Comment est-ce qu'on peut enlever l'argent d'un programme? Je pense qu'ils n'ont pas pensé. Comment est-ce qu'on peut améliorer le programme? De donner au moins les mêmes sortes de résultats, peut-être les résultats meilleurs avec moins d'argent. Si le gouvernement adopte toutes vos recommandations, est-ce qu'on va réussir à éliminer le déficit tel que prévu en 2016? Ben, 2017-18, oui, voilà, c'est ça notre début dans 6 ans et demi. Je pense que oui. Supposons que le taux de croissance dans l'économie est moins fort que nous avons dans la provision, mais on a mis une réserve qui est 1,8 milliard de dollars à la fin. On a suggéré une stratégie à certains risques qui sont là devant la province. On a suggéré le développement d'une stratégie pour adresser ces risques-là. Alors, je pense qu'on est tellement prudent qu'on peut obtenir le résultat si on met en place toutes les recommandations ou si une recommandation est rejetée, quelque chose qui est pas mal semblant dans le sens financement. Bien, justement, en lisant votre rapport, je regardais puis je me suis dit, à quelques reprises, je me suis dit, pas sûr que le gouvernement va vouloir adopter ça, pas sûr que le gouvernement va vouloir adopter cette recommandation-là. Si on recommande ou si on accepte seulement certaines de vos recommandations, qu'est-ce qui va arriver? Mais soit ils ne vont pas atteindre le but de bouger en balance 2017-18, mais c'est ça leur but, pas le début de la Commission. C'était notre mandat qui était donné à nous par le gouvernement. C'est aussi un objectif qui était dans les plans des deux autres partis pendant l'élection. Toutes les trois partis ont dit qu'on doit rendre une situation de finances en balance 2017-18. Alors, si on rejette une recommandation, il faut trouver quelque chose qui prend leur place. On a été demandé de ne pas recommander un hausse dans les taxes, pas les impôts de particulier, la société ou la taxe de vente. Ça, c'est une option devant le gouvernement et les peuples d'Ontario. C'est une option pas à nous, mais je veux juste dire que si on utilisait les taxes, il faut augmenter les taxes beaucoup et très souvent. Et je pense qu'il y aura plusieurs personnes qui n'aimeraient pas cette option-là non plus. Vous recommandez des gros changements dans la façon dont les services sont livrés aux Ontariens. Pensez-vous que les Ontariens sont prêts à des changements comme ceux que vous proposez? C'est une question aussi accepter et ensuite comprendre la situation où on se trouve maintenant. Si je donne une idée, je veux éliminer un certain programme, je veux couper les dépenses d'un certain programme, bien sûr, tout le monde va dire non. Mais s'il accepte la situation qu'on va se trouver dans une situation, un déficit d'environ 30 milliards de dollars avec un fardeau de dette de plus de 50 %, ils vont réaliser qu'il faut faire quelques changements, il faut que quelque chose change. Il faut faire les choses différemment qu'on a fait pendant les dernières 10, 15, 20 ans. Peut-être que ce n'est pas exactement le changement que nous avons recommandé, mais il faut que quelque chose change. Alors, je pense que dans ce contexte-là, ils vont accepter la plupart des idées, j'espère. Monsieur Drummond, merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Au revoir. Et pour tenter de voir maintenant ce que ce rapport signifie et ce que le gouvernement en fera, on accueille deux personnes qui sont à Queen's Park tous les jours. Christian Noël est journaliste aux affaires provinciales à la radio de Radio-Canada et Martin Kahn est chroniqueur parlementaire pour le Toronto Star. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, beaucoup de recommandations dans le rapport Drummond rendu public aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec ça, Christian? Il prend les choses qu'il aime, il rejette les choses qu'il n'aime pas, et puis ce qui n'est pas sûr, il demande au public, aux partis d'opposition, ce qu'ils en pensent avant de faire son budget au mois de mars. C'est vraiment, à partir de ce moment-ci, c'est le début du travail de Dwight Duncan qui commence. Maintenant que le chat Drummond est sorti du sac, qu'est-ce qu'on fait avec le chat Drummond? Et ça va être vraiment de tâter l'opinion publique, de tâter le pouls du public, envoyer des ballons d'essai pour voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable et comment est-ce qu'on concocte le prochain budget. Mais le rapport, c'était pas une nouveauté là, pour Dwight Duncan. Il y en avait déjà
déjà une copie depuis un certain temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Ils ont eu des consultations depuis des semaines. Il a vu des copies préliminaires, et même le bureau du Premier ministre. Mais c'est sûr qu'ils vont réfléchir, qu'ils doivent consulter. Ils semblent comme des mots politiques quand je parle comme ça. Mais c'est vrai, c'est une étude qui a été faite rapidement, sans beaucoup de consultations publiques, aucun en public, mais beaucoup de personnes ont parlé avec M. Drummond et beaucoup de groupes. Mais il y aura des consultations avec l'opposition aussi, parce qu'il y a un gouvernement minoritaire. Quand M. Drummond était embauché il y a presque un an, c'était un gouvernement majoritaire. Ils ont voulu convaincre les gens et les oppositions avec les arguments d'un bon homme comme un ancien fonctionnaire, un économiste comme M. Drummond. Maintenant, les enjeux sont changés. Il y a une opposition forte et on verra comment le gouvernement peut forcer les dossiers. Regardons de plus près certaines recommandations. Commençons avec le domaine de la santé, parce que le tiers des recommandations touche au domaine de la santé. Plus de soins à domicile ou en clinique, plus d'infirmières praticiennes, etc. À quel point, Christian, est-ce que c'est révolutionnaire ce qu'il nous propose? Plus ou moins révolutionnaire, dans le sens où il y a beaucoup de ces idées-là qui ont déjà été envoyées dans le passé. On parlait avec M. Wilson, l'ancien ministre conservateur de la Santé, il y a quelques semaines, qui nous disait des idées dont on entendait parler avant le rapport Drummond, étaient là quand lui était ministre il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis le gouvernement peut aussi dire que les idées qu'il y a dans le rapport Drummond au niveau de la santé, ils ont déjà commencé à en mettre en place avec le fameux plan d'action de Mme Matthews qu'elle a annoncé il y a maintenant 2 ou 3 semaines. Ils peuvent déjà dire, on a commencé, vous voyez, M. Drummond, parce qu'évidemment, ils avaient vu le rapport, donc ils peuvent dire, on a déjà commencé à mettre en place des recommandations du rapport Drummond. Donc, ils ont commencé à mettre les recommandations en place. Vous parliez de Jim Wilson tantôt. Qu'est-ce qui a changé entre 1995 et 2012? J'ai l'impression, dites-moi, Martin, si j'ai tort ou pas, que le secteur de la santé est peut-être plus ouvert maintenant à des changements. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait. Et si je peux ajouter au commentaire de Christian, même M. Wilson, M. Jim Wilson, l'ancien ministre conservateur, est au courant de ces idées. Puisque je suis un vieux homme, je me rappelle pendant les années 80, avant M. Wilson et avant Christian, ils ont parlé des mêmes dossiers avec les mêmes solutions et les mêmes idées. Et j'ai parlé avec un ancien fonctionnaire il y a 2 semaines qui a rappelé qu'il semble que Mme Matthews et M. Drummond ont pris le même dossier qui était sur son pupitre pendant les années 80. Mais quand même, c'est sûr que, comme vous avez suggéré, la constellation est changée. Et maintenant, les groupes, les partisans, si je peux le dire, les médecins, les infirmières, tout le monde sait qu'après des décennies, ils doivent agir et que le moment est maintenant, puisqu'il y a un manque d'argent, ou peut-être la solution n'est pas de trouver plus d'argent, c'est d'être plus efficace et plus honnête avec les solutions. Et M. Drummond en parle aussi un peu dans son rapport et en conférence de presse. En 1995, oui, il y avait déjà un grand déficit qui avait été laissé par les néo-démocrates juste avant, quand Mike Harris est arrivé au pouvoir, mais il y avait toujours une croissance économique qui allait dans les 3, 4, 5 et qui permettait de justifier de ne pas régler le problème. Exactement. Ouais. Et là, les libéraux de Dalton McGuinty ne peuvent pas se permettre ça parce que pour les prochaines années, on prévoit une croissance économique qui va être presque anémique. On parle d'une croissance économique qui va être de moins de 2 pendant plusieurs années. Et donc, maintenant, la santé est un peu pris dans une camisole de force. Il n'y a plus de place pour grandir. Il faut vraiment être capable de trouver une façon de réduire les coûts. Éducation, maintenant. Le premier ministre Dalton McGuinty s'est toujours voulu le premier ministre de l'Éducation. Quand on regarde les recommandations, abolir le jardin et la maternelle à temps plein, augmenter le nombre d'élèves par classe, je ne sais pas, je pense pas que les libéraux seront très chauds à ces idées-là. C'est sûr que pour le kindergarten, c'est full day kindergarten. Jardin à temps plein. Merci, jardin à temps plein. Qu'ils vont garder ça, peut-être changer les modalités avec les enseignants et tout ça, mais ça va durer. Parlons des class sizes. Le nombre d'élèves par classe. Nombre d'élèves, merci. Ils ont laissé cette possibilité comme toujours ouverte. M. Drummond a suggéré dans le rapport qu'il n'y a pas assez de recherche pour justifier ces dépenses, que les résultats ne suggèrent pas que c'est efficace. Personnellement,
je crois que c'est quelque chose qui est très important pour les parents qui sont des électeurs. Et que M. McGuinty aura tendance de garder ça. C'était une des premières promesses qu'il a fait pendant la campagne électorale en 2003. Alors, je crois aussi qu'on parle du fait qu'on a besoin, que c'est seulement quand le nombre d'élèves est moins de 15 dans la classe qu'on peut trouver des résultats. Mais personnellement, je peux que même à 20, les enseignants sont convaincus qu'il y a des bénéfices. 20, c'est mieux que 30, hein? À mon avis, oui. D'autres choses d'autres recommandations que le gouvernement va avoir l'électeur en vue, c'est comment augmenter les revenus. Plus de magasins du LCBO, des machines à sous, plus de machines à sous dans plus d'endroits. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec ça? Où on met les machines à sous? On les met au Centre Air Canada, on les met dans les stades de baseball, on les met où? On les met dans les bars, peut-être. Au Québec, il y a eu un grand débat là-dessus qui n'a pas nécessairement plu à tout le monde. L'autre côté, pour augmenter les revenus, ça risque d'être les frais aux usagers. On parlait de l'éducation. Est-ce qu'il faudra maintenant payer pour prendre son transport scolaire pour aller à l'école? Est-ce qu'il faudra payer pour certains manuels scolaires plus qu'on paie présentement? Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de l'électricité, de l'eau potable? M. Drummond est très clair dans son rapport. Il faudra payer le prix complet de sa facture d'eau potable. Présentement, les Ontariens, selon lui, paient seulement la moitié de ce que vaut vraiment l'eau potable. Donc, tout ça, ce sont des pressions supplémentaires qui vont s'ajouter sur le portefeuille des Ontariens et dont les partis d'opposition vont vouloir tirer parti. Là. Et donc, est-ce que le gouvernement McGuinty a le courage d'aller de l'avant avec ces recommandations-là, Martin? Ça, c'est la grande question. C'est sûr que même s'ils n'ont pas le courage, ils seront forcés par les événements. Dans la politique, c'est toujours la perception qui compte, mais aussi quand on est dans le gouvernement, c'est la réalité fiscale qui compte aussi. Alors, ils ont fait des promesses dans le dernier budget, il y a un an, qu'ils peuvent réconcilier le déficit et les revenus et tout ça. Maintenant, c'est le moment de vérité. Et M. Drummond était clair. Si on ne va pas de l'avant avec toutes les recommandations, c'est l'objectif du déficit zéro en 2017-2018 qui est mis en péril. Oui, on ne peut pas retarder ces décisions pour l'année prochaine ou après ça. Alors, le problème, c'est qu'il y a quand même un législateur minoritaire. Alors, ça dépend de leur position aux néo-démocrates et aux progressistes conservateurs. Les Ontariens dans tout ça. Moi, je me souviens, à l'époque du gouvernement Ray, qui était peut-être aussi avant Christian, on parlait... Très, très gentil. On parlait de la précarité de l'économie ontarienne. Et ça a pris les conservateurs de Mike Harris pour convaincre les Ontariens qu'il fallait faire quelque chose. Où en sont rendus les Ontariens à ce moment-ci au niveau de l'acceptation d'où on en est financièrement dans cette province? C'est la question qui va déterminer jusqu'où va aller le gouvernement libéral. Quand M. Duncan dit qu'il veut consulter la population sur ce que dit le rapport Drummond, je pense que oui, il veut vraiment consulter la population. Est-ce qu'il veut consulter la population pour savoir ce qu'elle veut ou est-ce qu'il veut consulter la population pour savoir ce qu'elle est prête à accepter et jusqu'où il peut aller? C'est probablement ça la question que M. Duncan se pose présentement. Et les réformes que propose M. Drummond ne vont pas toutes se retrouver dans le budget qui s'en vient au mois de mars. Ces réformes-là sont censées être faites sur une période d'au moins 6 à 7 ans. M. Drummond dit que ça va être les compressions et la réforme des services publics en Ontario qui vont être encore plus grandes que ce qu'on a connu sous Mike Harris parce qu'ils vont être plus profondes et étendues sur une plus grande période de temps. Donc, M. Duncan va se donner le temps de prendre cette décision-là. Et un budget ontarien très intéressant qui s'annonce, ça c'est sûr. Messieurs, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.